À chaque fois qu'on a une croissance significative sur Snapchat en Inde, c'est quand on s'est mis autour d'une table avec les équipes très diverses et qu'on s'est dit, ok, c'est quoi le prochain filtre en réalité augmentée qu'on va créer qui est what the fuck, drôle et en fait que les gens vont utiliser en story, être viral, parler en soirée, etc. Et ça a balayé tout ce que je pensais savoir en fait sur le marketing, etc. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Bonjour à tous. C'est Valorant, on se retrouve pour un nouveau au cœur sur le Crayon Business. On est ici là pour parler de croissance en français, et savoir tous les tenants et aboutissants et connaître les différentes terminologies et les différents aspects que ça peut comporter au sein d'entreprises, au sein d'indépendants et au sein d'une corporation. Et donc du coup aujourd'hui on est avec Nina Ramen. Bonjour Nina. Bonjour. Tu es copywriter chez Germinal. Oui, tout à fait. On a reçu d'ailleurs Grégoire très récemment. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. Il est partout. Il est partout. Je suis avec Maxime Blondel, fondateur de The Secret Company, qui est un startup studio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je suis avec Yann Leonardi, youtubeur et grosse marketeur. Salut Yann. Salut. J'aimerais qu'on parle d'abord très légèrement et en introduction de la terminologie des termes, parce qu'on parle beaucoup de gros hacking, donc littéralement de piratage de croissance, de grosse marketing, donc peut-être de choix de marché dans la croissance, et donc du coup de gros de manière globale. Je sais que tu es peut-être un peu le plus technicien dans ces termes-là, mais du coup Yann, quelle différence tu vois entre ces différents termes et qu'est-ce que ça incarne concrètement? Je vais essayer de faire court alors du coup parce que je pourrais en parler pendant des heures. En fait, le terme growth c'est arrivé avec growth hacking au départ. Et donc on va dire au début des années 2010. Donc après je vais pas vous faire tout l'historique de qui l'a inventé, tout ça. Bon, d'accord, c'est Sean Ellis qui l'a inventé. Mais en gros le growth hacking, c'est là que le terme growth arrive. L'idée c'est de hacker la croissance, on va dire. Et là, il y a déjà une petite incompréhension, c'est que c'est un process d'expérimentation rapide. En fait, on a retenu que les grosses hacks qui ont découlé de ces process-là. Mais en fait, c'est juste un process où on va mettre des idées, on va les tester, et puis après, on va garder ce qui fonctionne. Et nous, en fait, quand on a appris ce terme-là au début voilà, des années 10, en France, eh ben, en fait, on était vraiment sur les hacks, genre ah ouais, Airbnb, ils ont fait ci, Airbnb, ils ont fait ça, machin, Dropbox et tout. Et du coup, c'est ça qui nous a accrochés. Et en fait, après, on a un peu creusé. Et malheureusement, ceux qui sont restés dans la surface, ils sont restés sur juste l'idée de ah bah, on va chercher des gros hacks et en fait, on va voir qui a fait quoi et on va les recopier. Et ben, le truc, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Le problème, c'est que ben si un truc a déjà été utilisé, ben, il y a peu de chances que ce soit aussi efficace pour nous. Donc en fait, il n'y a que le process et la méthode qui va permettre de trouver des nouvelles astuces et des nouveaux moyens de hacker sa croissance. Tu peux travailler la croissance, c'est-à-dire que tu vas travailler la lifetime value, tu vas travailler ce que le client utilisateur va te rapporter sur le long terme, et tu ne vas pas travailler uniquement le coût d'acquisition à la baisse, tu vois. Donc c'est parce que tu peux très bien travailler ton coût d'acquisition, avoir un coût par clic et super optimisé et avoir finalement des clients qui rapportent moins in fine. Donc en fait c'est un biais problématique pour les marketeurs parce que les marketeurs du coup traditionnels, Ils ne peuvent plus se concentrer ils sur vont, l'acquisition. c'est très siloté dans les entreprises et du coup s'ils sont que sur l'acquisition, et ben en fait ça se trouve ils sont contre-productifs, tu vois. Et la partie growth marketing, c'est avoir cette vision transverse qui justement permet de travailler la lifetime value et de ne pas rester en silo et donc avoir vraiment la vue sur l'ensemble de l'expérience client. Voilà, je l'ai fait en très schématique. Je comprends, mais donc du coup tu parles plus en gros de méthodes que de petits hacks. C'est toi ce que tu retrouves également dans le copywriting? Ouais, alors justement pour te donner une définition du copywriting, le copywriting c'est... Alors, ça s'écrit copywriting avec un W. Avec les gens confondent en général avec le copywriting qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting, en fait, si tu veux, c'est l'art d'engager avec les mots. Comment tu crées de l'engagement, l'art de vendre avec les mots. Comment tu crées de l'engagement au travers de messages. Alors, vendre, ça veut dire quoi? C'est au sens large, c'est-à-dire que ça peut être créer de l'engagement sur une publication, sur un réseau social, par exemple Instagram. Tu vois, quand tu mets un like ou quand tu mets un commentaire, bah, c'est un engagement que tu vas créer et c'est ça après qui va
venir alimenter ta notoriété et puis qui va aussi te créer... Rediriger vers différents canaux d'acquisition. Exactement. En fait, c'est l'art d'engager. Donc, tu vas par les réseaux sociaux. Ça peut être aussi engagé sur une page de vente. Par exemple, quand tu as un e-commerce, tu vas rédiger une page de vente sur un produit et ton objectif, c'est que les gens cliquent sur le bouton « Acheter ». Et donc, globalement, le copywriting, c'est faire que les gens... Moi, je définis toujours ça parce qu'en soirée, si tu veux, quand je dis copywriting, personne ne sait. Je dis que je fais cliquer les gens sur des boutons. Et de préférence, le bouton « Acheter ». Donc, en gros, c'est ça. Grâce à des mots. Grâce à des mots, exactement. Et il y a un troisième volet qui peut être... qui est la newsletter, que moi, j'utilise beaucoup pour créer de l'engagement, mais via une communauté. Si tu veux, je parle à 25 000 personnes toutes les semaines, et au travers de cette newsletter, en fait, c'est une newsletter qui est adressée aux entrepreneurs, et donc l'idée, c'est de créer aussi des relations entre les gens. Donc le copywriting, en fait, c'est comment tu délivres un message, tu crées de l'engagement au travers des mots, et l'idée, c'est aussi de se dire que c'est une compétence qui est transversale, parce que le copywriting, en fait, il va intervenir à tous les niveaux du AARR, en fait. Pour activer, tu as besoin de créer de l'engagement, même pour faire en sorte que la personne, elle fasse du referral, donc c'est-à-dire qu'elle promeut le service ou le produit auprès de quelqu'un d'autre, tu as besoin de l'encourager à le faire, tu vois. Et donc, le copywriting, c'est une discipline qui va être assez transverse dans le gros. pitch commercial. Ouais, en fait, dans le pitch commercial, notamment, tu vois, tu peux très bien... pré-rédiger ton pitch commercial, ce que font la plupart du temps les gens, qui l'adaptent, mais tu as un pitch aussi préécrit. Même quand tu scriptes, par exemple, tes vidéos, tu peux aussi utiliser le copywriting. Donc disons que c'est l'art de manière générale de convaincre avec les mots. Si je peux me permettre, en fait c'est hyper important parce que en fait, le moteur de croissance, on va dire, est modélisé avec art. Mais en fait, pour le faire grossir, en fait, la clé, c'est l'engagement qui va créer la rétention. Et justement, le copywriting, c'est une arme qui permet de maintenir les gens engagés sur le long terme. Et la newsletter, c'est un canal de rétention. Et juste pour finir, moi, je suis d'accord avec toi. Et sur le copywriting, en fait, si tu veux, ce qui est important dans le copywriting, c'est pas tant l'écriture, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment à quel point tu vas connaître les personnes à qui tu t'adresses. Et si tu veux, le copywriting, contrairement au gros hacking de manière générale, t'as pas d'outil. Ton seul outil, en fait, c'est tes mots. C'est un peu comme si t'avais une machine à écrire. Et en fait, vas-y, va engager des gens avec ça, en fait. Tu vois, débrouille-toi. Il n'y a pas de système d'automatisation. Après, tu peux automatiser le message que tu vas écrire, mais le copywriting, c'est vraiment une essence. Son audience. L'essence, voilà. Et moi, mon meilleur outil pour ça, c'est vraiment d'aller écouter les gens et comprendre, les comprendre. Parce que si tu les as compris, tu vas réussir à leur vendre. Je m'explique. Imagine que je dois convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo. Et si je dois convaincre mon copain qui est bobo écolo, qui est hyper concerné par son empreinte carbone, je vais lui dire que il va du coup être moins impacté la pollution. Si je dois convaincre ma mère qui est parisienne à Paris et qui a vu, qui est parisienne et qui a vu les embouteillages s'accumuler en 40 ans de vie ici, en fait je vais lui dire avec le vélo tu vas gagner du temps et tu n'auras plus de problème pour garer ta voiture. Et si je devais me convaincre moi-même de passer de la voiture au vélo, je me dirais, écoute Nina, il y a le confinement, t'as pris des kilos, le vélo c'est un bon moyen de faire du sport sans y passer trop de temps et en incluant dans ta vie. La finalité est même et le message est sur différents angles. Et donc là tu vois que, en fait, en fonction de la personne que tu vas avoir en face de toi, tu vas adapter ton message. Et en fait le copywriting ne tient pas tant à l'écriture qui n'est finalement que les 100 derniers mètres, c'est tout en fait ce process-là d'aller comprendre ton audience, l'écouter et comprendre à la fois ses douleurs, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui leur donne envie d'avancer. Et si tu arrives à baisser les freins et à faire monter l'envie d'avancer, en fait, là, tu déclenches. C'est comme une voiture, en fait. Si tu lâches les freins, tu appuies sur l'accélérateur, ça avance. Et en fait, on a tous des freins intérieurs et des désirs. Donc, c'est un peu ça, en fait, le copywriting. Ça peut rentrer dans la tête des gens aussi, tu vois. Je comprends très bien. Inception. Et Maxime, toi qui, du coup, de faire la croissance de beaucoup d'entreprises, en fait, par le Startup Studio, comment tu vois, justement, ces modèles-là, avec ce copywriting, ce modèle ARR, en fonction des différentes entreprises? Déjà, moi, je n'ai jamais été formé à tous les trucs ARR, etc. J'y crois, je pense que ça marche. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut le voir comme un écosystème, une globalité, et pas voir le produit d'un côté, l'acquisition de l'autre, etc. Je pense que Nina dit quelque chose de très très vrai sur la partie psychologie. Moi, je me suis beaucoup plus formé à la psychologie humaine, à la vulgarisation scientifique, et mon travail, parce qu'on chez Secret Company, on est vraiment autant sur la partie produit que très marketing. Mais en fait, les deux sont liés.
on s'intéresse beaucoup plus en fait à la psychologie humaine, au quotidien des gens. C'est-à-dire la psychologie humaine, quel type de levier par exemple Par exemple, les vices, quelque chose dont on a du mal à parler mais qui est très sain au fond. Les vices humains, c'est des leviers d'activation très très forts en marketing. Donc il faut étudier tout ça. La vulgarisation scientifique, c'est la même chose. Quand tu arrives à comprendre le monde, tu as une clé de lecture à l'échelle micro qui est beaucoup plus grande. On en parlait juste avant, mais par exemple, vendre un produit qui peut paraître complètement B2C, voire sexo sur LinkedIn, c'est un pari, c'est contre-intuitif. Tu as vendu du coup du lubrifiant sur LinkedIn, si je peux le formuler ainsi. Pourquoi cette intuition alors que ça peut paraître un peu contre-intuitif? Mais pour une raison simple. Moi, je regarde ce que je fais au quotidien et je regarde ce que font mes amis au quotidien. Quand on est au travail, on est sur Instagram, très souvent sous le bureau, à la pause, etc. Et parfois, dans mon lit, je suis sur LinkedIn. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est une question d'usage. Il ne faut pas cloisonner les choses ou dire B2B, B2C. Il faut essayer plus de... En fait, c'est un jeu d'humain, c'est comprendre l'humain au fond. Mais certains refusent LinkedIn d'une utilisation plus fun, on va dire. En fait, pour moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est la logique du benchmark. Si jamais tu le demandais à des gens, objectivement, est-ce que vous voulez ce genre de publicité ou ce genre de contenu sur LinkedIn, peut-être qu'ils diraient non, et pourtant ils le veulent peut-être quand même. Comment tu arrives justement à savoir ça? Il ne faut pas leur demander, je pense qu'il faut les observer. Et je pense qu'après, il faut faire des paris. Tu vois, on parlait de gross hacking, je pense. Le bon terme, c'est gross marketing, mais dans hacking, il y a piraterie. L'entrepreneuriat et le marketing, je pense, c'est un acte très pirate, de rébellion. Et donc, tu ne demandes pas l'autorisation. Tu le tentes, ça passe pas. Mais quand ça passe, en général, ça passe très fort. Et en fait, il y a aussi autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que ce qu'il faut voir dans ton canal aussi, là tu vois, tu parlais de LinkedIn versus Facebook ou Instagram pour vendre un lubrifiant, il faut voir aussi où est ta cible. Tu vois, si ta cible, en fait, elle est sur LinkedIn et que toi, sur ton positionnement de produit, je sais pas, tu t'adresses au CSP+, parce que c'est un lubrifiant qui est bio, fabriqué en France, et puis en fait, avec un positionnement qui... Un branding fort autour de valeurs. Ouais, c'est ça. Et de gens où tu sais que sur LinkedIn, potentiellement, en fait, on sait que c'est des gens qui ont quand même tu peux aussi cibler, tu vois. Mais c'est plutôt des gens qui sont CSP+, et puis qui utilisent ce réseau social, voilà. Tu sais aussi que tu vas aussi te positionner sur ce réseau social-là. Et en fait, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il n'y a pas de B2B, B2C, il y a juste qu'est-ce qu'utilise ta cible, en fait. Là où elle est tous les jours. Et pour moi, c'est ça qui compte plus que le côté qu'est-ce que LinkedIn a voulu faire de son produit. En fait, c'est les gens qui s'approprient, en fait. Tu fais du cold mailing aussi, Nina? Ou tu fais que de la newsletter? Ouais, je fais du cold emailing, ouais. Ouais, j'en ai fait pas mal. C'est fort, c'est puissant, quand c'est très bien maîtrisé. Ouais. Il y a peu de gens qui savent très bien le maîtriser. C'est ça. Et en fait, je pense que ce qui est important dans le cold emailing, c'est vraiment de le faire de manière scientifique. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas du tout de théorie sur le marketing. Je suis ingénieur en chimie, de base. Ah ouais. Donc, et tu vois, ce que je trouve... moi, c'est l'expérience que j'ai menée sur cold emailing, c'est qu'il faut que tu fasses le truc le plus répétable possible. Faut pas que tu changes 2 paramètres en même temps. Par exemple, soit tu changes ton objet sans changer le contenu de ton email. Enfin, quand tu changes une chose, il faut que tu changes qu'une seule chose. Okay. Et si ça s'améliore, tu la gardes et tu testes autre chose après, tu vois. Et pour moi, il y a vraiment cette démarche scientifique dans le cold emailing à avoir. Et de mesure. Faut avoir du temps, du coup. Et de mesure, ouais. Exactement. Ah ouais, ça faut avoir du temps pour expérimenter, encore une fois, comme ce que tu disais. Expérimenter, itérer. Et ouais, j'en ai fait un petit peu. Mais on revient souvent à ces logiques-là, c'est-à-dire en fait tester une chose, 2 choses, 3 choses jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui fonctionne, et après on répète ce qui fonctionne. Je prends l'exemple de tes vidéos YouTube qui, moi, je trouve très bonnes, je les recommande pour ceux qui nous regardent. Est-ce que peut-être que si tu les continuais ou si tu les faisais trop régulièrement, il y aurait peut-être une saturation aussi de ce que tu fais? Oui, alors après, on rentre dans d'autres dynamiques. C'est-à-dire que la fréquence de publication, elle est un peu induite par le canal. C'est-à-dire qu'il y a des canaux qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il se trouve que sur YouTube, l'algorithme, lui, va de moins en moins faire attention aux gens qui se sont abonnés. L'abonnement va être plutôt, on va dire, quelque chose de un peu vanity metrics, on va dire. Ouais. Et ce qui va retenir, lui, c'est si tu as regardé une vidéo ou plusieurs vidéos de la chaîne dans le mois glissant. C'est ça qui va retenir. Mais c'est une spécificité à l'instant T. Ça peut changer demain, voilà. Donc du coup, tu as une contrainte technique qui est il faut que tu fasses une vidéo par mois pour pas perdre au niveau rétention, parce que sinon quand tu vas publier, les gens vont pas la voir. Et après, au niveau qualitatif, évidemment, il faut pas lasser, il faut essayer d'avoir toujours un truc un peu différenciant qui va maintenir l'engagement. On parle d'engagement. Parce qu'effectivement, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, ça reste des humains, et les humains, ils se lassent. Et en fait, pour maintenir cette boucle
de rétention et d'engagement, eh ben, il faut avoir des récompenses, on va dire, parce qu'après, il y a des cycles organiques qui sont très, très théoriques, mais il faut varier les récompenses. Et par exemple, si on prend l'exemple de Maxime avec le lubrifiant, en fait, je pense qu'effectivement, il y a des humains sur LinkedIn, mais ils voient en permanence tout le temps les mêmes types de posts sur LinkedIn. Ils voient... Grand mot disruptif, qu'on utilise Voilà. souvent. Et là, d'un coup, paf, le lubrifiant. Et ben, c'est cette grosse différenciation qui a fait que le truc a matché, en fait. C'est parce qu'ils voient tout le temps les mêmes types de posts que quelqu'un arrive avec quelque chose de différenciant, et ben, il fait plus vraiment consensus. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais je pense que la plupart des gens ont trouvé ça original. On a eu pas assez de haters à mon goût. Ouais, c'est Par ça. rapport à ce qu'on disait avant. Mais on en a eu quelques-uns. Mais je pense que c'est tellement différenciant et tellement frais que finalement, ça a plu un peu à tout le monde, cette histoire-là. Et c'était effectivement un pari de se dire, bah, allez, c'est différenciant, mais on le tente. On parle de gros hacking et de gros marketing parce que c'est les termes à la mode. Je trouve qu'on ne parle pas assez de deux sujets qui sont au cœur du produit, que ce soit un service ou un produit que ton offre. C'est en fait, la distribution. Au final, tu as un produit, tu veux le distribuer. C'est juste ça le sujet. Et si c'est la grande distribution, les supermarchés, pourquoi aller sur LinkedIn alors qu'en fait, tu as un canal de distribution qui est tout trouvé pour certains produits. Et l'autre, c'est la publicité. On n'en parle pas assez, mais les pubs ont un peu moins la cote en ce moment. À la fin, c'est un jeu de créativité. C'est qui va surprendre. Et c'est beaucoup ça. Moi, je suis un grand fan de TPMP, je l'assume. Touche pas à mon poste. Non, mais c'est une très bonne J'analyse à quel point ils co-construisent avec leur communauté leurs produits, à quel point ils itèrent, comment ils se distribuent sur les réseaux. Ils ont une communauté incroyable de fanatiques et de haters, etc. À la fin, ça reste des gens très très créatifs qui changent les pastilles, changent le conducteur, etc. très très souvent. À la fin, c'est que de la créativité, je pense. Mais je pense que TPMP est un très bon exemple de ce que tu décris parce que ils ont au final constamment fait évoluer leur modèle. Ils sont passés d'un modèle où ça parlait de la télévision dans les émissions de télévision à un modèle où ça parlait en fait des actualités politiques par le biais des autres émissions. Mais donc du coup, à quel moment on a un indicateur qu'il faut changer de stratégie, qu'il faut évoluer dans ce qu'on fait? Quels sont vous les métriques, pour utiliser le terme technique, quels sont les métriques que vous regardez pour savoir qu'il y a un changement à apporter à ce que vous faites, ou une évolution en tout cas? Quand ça vend pas. Ouais, c'est ça, quand C'est ça vend ça, pas. C'est clair. Ouais, quand ça vend pas. Et je rebondis sur ce que disait Maxime. Je suis d'accord sur la créativité. Moi, pour te donner un indicateur, pour le coup, c'est que je regarde et je consomme à peu près entre 1 heure et 3 heures de contenu par jour. Que ce soit sur YouTube, peu importe le canal, hein, c'est YouTube, c'est des podcasts, c'est des articles, c'est des livres, mais je passe au moins 1 heure à 3 heures par jour pour justement être toujours dans cette dynamique de créativité, d'être toujours dans ce que tu disais, surprendre et apporter du contenu qui va intéresser les gens. Et je pense que, moi, sur mon métier de copywriter, je pense qu'il y a une grosse métrique, c'est celle-là, c'est à quel point toi tu vas remplir l'entonnoir. Si tu mets rien dans ta tête, rien ne sortira de tes doigts et de ce que tu vas créer. Tu parles de créativité, mais donc du coup, en fait, cette créativité-là, elle vient aussi du fait que plus on s'enferme, plus on est bloqué aussi là où on se trouve. Il y a un peu de ça. Est-ce que la créativité, à quoi touche la créativité? Est-ce que c'est le fait d'être sur le plus de sujets différents et donc avoir une bonne culture? Est-ce que c'est le fait d'avoir une expertise spécifique sur un domaine? Comment vous arrivez à trouver vos idées? D'où ça vient? Est-ce que c'est sous la douche finalement? Ouais. La douche, c'est super. La douche. Les meilleures idées viennent sous la douche, c'est marrant qu'on ait tous ce truc-là. La douche, c'est top. Et sur la partie que tu disais de prendre des opinions opposées, moi je consomme beaucoup de contenu, et notamment sur YouTube, mais je consomme du contenu aussi bien dans mes idées politiques totalement opposées aux miennes, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant. Tu vois, moi je regarde les vidéos de Zemmour, quoi. Alors que vraiment pas du tout. Mais je trouve que c'est intéressant de voir l'argument que les gens utilisent, et c'est que comme ça, c'est que en comprenant. Tu peux pas dire ouais l'autre il est mauvais, je suis pas d'accord avec lui, non. Et en fait, c'est en comprenant ce que l'autre dit, en essayant de comprendre l'audience du parti adverse que tu vas réussir à aussi pouvoir leur parler, ouais. Si c'est à eux que tu veux t'adresser, exactement. Pour reprendre ce que disait Maxime tout à l'heure, comment on réussit à comprendre des leviers qui parfois sont indicibles? Il faut traîner avec. En fait, il y a la partie user research qui est hyper important, mais ça suffit pas vraiment en fait, parce que si on pose juste des questions, on n'aura pas la réalité. Alors après, il y a des méthodes du genre faut poser 5 fois la question pourquoi pour arriver au fond des choses, tout ça. Moi, j'y crois pas trop en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, quand j'accompagne des clients sur justement leur stratégie, on va dire,
En fait, il faut qu'ils aient traîné tellement avec eux qu'ils comprennent les aspirations profondes. Par exemple, j'avais un client en B2B, son persona, c'était un mec, un responsable innovation. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le responsable innovation, il doit tenir son statut dans la boîte, il doit continuer à innover. Il y a l'équipe IT qui se fout de sa gueule en permanence en disant qu'il sert à rien. Et il doit se justifier son poste par rapport à son N+1. Donc, en fait, le travail de marketing là, envers lui, c'était l'aider à se faire mousser devant son N+1. Et donc, en fait, c'est lui donner les billes pour qu'il puisse défendre son truc et qu'il puisse passer pour un innovateur, pour quelqu'un qui assure dans sa position. Et c'est ça que disait Nina, et d'ailleurs ce que disait Maxime aussi, c'est vraiment comprendre absolument les aspirations profondes, même les trucs complètement inavouables. Les postulats cachés. Ouais, c'est ça. Les trucs complètement inavouables, un peu licieux. Et d'ailleurs, cette empathie, c'est pas du cynisme, c'est vraiment à voir la réalité en face, en fait. Tu arrives à comprendre à savoir ce que le mec pourrait dire chez son psy, en fait. Parce que les réseaux masquent un peu, justement, ces désirs profonds. Est-ce qu'on arrive à avoir une empathie envers des milliers de personnes, ou est-ce que c'est une personne qu'on va globaliser comme, on va dire, comme étant un exemple des gens à qui on parle? Faut commencer toujours par une niche, de toute façon, bien la comprendre, et après voir les mécanismes qui vont... Parce qu'il y a des mécanismes de masse, quand même. Si tu prends la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, le sentiment d'appartenance, c'est des trucs qui pop, en fait, assez rapidement. Pour vraiment avoir une connaissance parfaite, il faut commencer par une niche. Et après, tu étends un petit peu le développement et tu vois c'est quoi la ligne directrice et justement les mécanismes psychologiques et, tant qu'à faire, les mécanismes inavouables qui vont se répéter sur le long terme, quoi. Il y a une marque, tu vois, genre Freshti par exemple, et ils s'adressent plutôt... ils ont le côté un peu écolo, ils ont le côté proximité, tu vois. Côté très santé, voilà, marché bonne nourriture. Proximité, faire des circuits courts, plutôt parisien, tu vois. Et là, tu vois ta persona se dessiner, tu vois aussi tes marques fortes, tes valeurs. Et moi, si je devais reprendre la newsletter de Freshti, je parlerais pratiquement que comment consommer mieux. Alors, tu vois, tu vas pas faire une newsletter sur comment se faire livrer des fruits et des légumes toute la journée, tu vois. Mais la vision qu'il y a derrière, c'est ok, comment, et tu peux penser que les gens qui adhèrent à Freshti adhèrent aussi à cette vision qui est ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de consommer mieux, de moins aller acheter ses fruits et légumes au supermarché, comment qu'ils soient plus respectueux, qu'ils redistribuent, en même temps c'est meilleur pour notre santé. Et tu vois, là t'as un espèce de mini écosystème de gens qui croient en les mêmes valeurs. Et c'est à ça qu'il faut que tu arrives. Et c'est pas des gens d'ailleurs qui se ressemblent physiquement ou qui ont le même âge, tu vois, ça peut être des gens qui vont être totalement différents, mais qui vont partager des valeurs en commun. Et du coup, Nina parlait de Freshti, parler de la newsletter. La newsletter de Freshti et dire que moi, ce que je ferais, c'est que je parlerais que de moyens de consommer durable, tout ça. C'est un pilier de contenu, un content pillar qui exprime le branding, en fait, qui exprime la mission et les gens s'engagent avec la mission, en fait, de la marque. Tu vends pas des fruits et des légumes, tu vends, du coup, un meilleur mode de vie. C'est ça. Dans 10 ans, en fait, on aura tous notre potager ou je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois, j'exagère le truc parce que je connais bien sûr. Mais tu ne vends plus des fruits et des légumes. En livraison. En livraison. De mieux consommer. Tu vends une idée, tu vends une vision et en fait, c'est là où tu arrives à emporter les gens. Et Maxime, du coup, toi qui lances beaucoup d'entreprises différentes, est-ce que tu peux du coup réutiliser ces compréhensions d'audience et de communauté pour justement d'autres entreprises? Ou est-ce que chaque entreprise a la sienne et qu'elle doit être créée à chaque fois? Alors, ce qui nous a servi sur cette dernière année et demie, c'est plus la sérendipité. C'est voir par exemple ce qui marche sur une application mobile consumer et se dire, vraiment, on se met autour d'une table et il y a une idée qui pop et se dire, ah tiens, cette campagne de com, cette technique d'acquisition, cette technique de distribution, pourquoi on ne la testerait pas sur un software, un logiciel B2B? Alors, la majeure partie du temps, ça ne marche jamais. Mais on l'a testé, on a écarté l'hypothèse, et quand ça marche, en général, c'est des choses contre-intuitives, originales, atypiques, surprenantes, et ça marche très très fort. Donc nous, c'est plutôt ce qu'on fait. On essaie plus de créer de la sérendipité, on fait des choses très différentes, du logiciel, des apps mobiles, des marketplaces, des produits physiques. Et c'est impossible de brancher les différentes communautés entre elles pour leur proposer différents services? Non, parce que, oui, c'est possible si tu vois, on monte des agences de services marketing, SEO Secret, My Name is Bond, etc. Bien sûr qu'ils s'échangent les clients parce que leurs clients, c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises, principalement dans le B2B, donc tu peux créer un écosystème comme ça. Après, entre une application mobile consumer et un logiciel SaaS B2B,
les cultures de boîtes sont très différentes, les communautés sont différentes, les clients sont différents, les funnels sont différents, les produits sont différents. Il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est, d'un point de vue créatif, se dire, bon bah tiens, on a testé, on a eu cette idée pour lui, essayons de l'appliquer pour l'autre. Mais ça marche très rarement. Mais quand ça a marché, ça marchait très fort. C'est de la méthode différenciante en fait. Mais parce qu'il ne peut pas le faire parce que c'est pas le même branding, c'est pas les mêmes missions en fait. Sauf quand il a des produits qui sont pour la même mission, c'est-à-dire que SEO ou automatisation quoi. Il faut de la chance aussi, hein. Enfin, on en parle. Enfin, tu disais comment on fait pour avoir de l'empathie pour toutes ces cibles. Non, on a des affinités, on a des aspérités. Tu prends Emmanuel Macron, lui, il sent le pouls de la foule et c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir. Il y en a qui sont meilleurs à mieux comprendre les femmes, les hommes, les personnes qui préfèrent les légumes. Enfin, il faut aussi dire chacun son talent, chacun son métier. On ne peut pas être partout, quoi. Faut se focus un peu. J'ai envie de terminer avec une petite question. Voilà, quel est le hack qui vous a le plus amusé, que vous ayez vu de votre vie, que ce soit pour votre activité ou celle de concurrents, partenaires ou collaborateurs? Quel est le petit hack que vous ayez vu le plus inattendu ou le plus amusant? Je dirais un contre-hack, je vais dire l'empathie, moi. Désolée, alors, c'est le gros sujet qu'on a eu, mais pour moi, ouais, c'est le truc le plus dingue. Ça a été de passer du temps avec... à un moment, je bossais pour une boîte qui vendait des formations à des recruteurs. Donc ma cible, c'était les recruteurs. Je passais ma life en table ronde avec eux, en événement, à écouter leurs douleurs. C'était une espèce de table ronde qu'on avait organisée, où les gens venaient parler, dire c'est dur, je souffre. Il y avait cette espèce de truc de thérapie collective, tu vois. En termes de marketing, c'était trop bien, en fait, parce que t'as juste là, et à écouter. Ouais, tu notes et tu répètes. Et en fait, tu réutilises, voilà. Et donc, pour moi, c'est un des meilleurs hacks que j'ai vu faire. J'ai eu un call incroyable il y a quelques semaines. C'est un ami qui développe une application mobile consumer. C'est un ami qui m'a connecté au Head of Growth Snapchat Inde. C'est une particularité, Snapchat Inde, c'est que c'est les réseaux sociaux numéro 1, devant TikTok, devant Instagram, etc. Et donc, nous aussi, on fait des applications mobile consumer. Je fais un call avec cette personne, j'avais préparé mon interview, j'avais plein de questions à lui poser. C'est une pointure quand même dans son domaine. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez testé sur le produit? Est-ce que vous optimisez votre onboarding? C'est souvent là que ça se joue, c'est la première minute sur une application définit ton usage très souvent derrière. Et il me dit, écoute, pas du tout. Nous, on fait rien de tout ça, ou quasiment rien. En tout cas, ça crée rien de significatif dans l'usage et dans la croissance. À chaque fois qu'on a une croissance significative sur Snapchat en Inde, c'est quand on s'est mis autour d'une table avec les équipes très diverses et qu'on s'est dit, ok, c'est quoi le prochain filtre en réalité augmentée qu'on va créer qui est what the fuck, drôle, et en fait que les gens vont utiliser en story, être viral, parler en soirée, etc. Et ça a balayé tout ce que je pensais savoir en fait sur le marketing, etc. À la fin, c'est un momentum, c'est des gens qui se mettent autour d'une table et parce qu'il se passe quelque chose, il y a une étincelle et tu trouves l'idée qui... Oui, donc en fait, le filtre Snapchat est plus important que le onboarding. Dans leur croissance, en Inde, ouais, actuellement, c'est ce qu'ils disaient. Incroyable. Je trouve ça fou, ouais. On parlait du consensus tout à l'heure. Ouais. C'était l'éviter absolument le consensus en fait. En fait, je dis ça parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder, qui peuvent être en démarrage. On a pas une culture du consensus en ce moment. Et c'est surtout que quand on démarre, en fait, on se dit « Ah, eux, ils marchent, je veux faire pareil » ou je veux être respectable, je veux avoir l'image qui correspond à ce que je crois être bien. Et en fait, c'est le meilleur moyen de faire un truc neutre dont tout le monde se fout en fait. Et justement, en fait, quand on présente quelque chose et que tout le monde dit « Ouais, c'est bien », en fait, il faut recommencer. Il faut éviter absolument le consensus. Il faut justement présenter des choses et faire en sorte qu'il y ait des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. C'est hyper important pour démarrer parce que ça vous fera gagner énormément de temps. Alors je sais que c'est des conseils qu'on donne, mais moi on m'a donné ce conseil et je ne l'ai pas suivi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et donc je le répète quand même parce qu'il faut le répéter. Ça fait jamais de mal. Mais une bonne méthode, c'est ça. Vous sortez un truc, soit un post LinkedIn, n'importe quoi. Ça fait consensus, bah, c'est pas bon. Vous l'enlevez et vous recommencez. C'est ce que je faisais ça avec un client et en fait à chaque fois on cherchait vraiment à éviter absolument le consensus. Ok, très intéressant. Polarisation. Merci Nina, merci Maxime, Merci Yann. Merci. C'était super intéressant. Je pense que ça intéressera beaucoup les gens qui nous suivent. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en canal principal? LinkedIn, j'imagine. LinkedIn, Nina Ramen. LinkedIn, Nina Ramen. LinkedIn, Nina Ramen. Sinon, je suis plus sur Instagram, @blondie.insta, blondie avec un Y. Blondie avec un Y pour Insta. YouTube, j'imagine. Non, moi j'ai une newsletter, la grosse semaine sur mon site yann-leonardi.com, vous pouvez vous abonner. Une chaîne YouTube, un podcast à appliquer. Et sinon, vous un pouvez. bon podcast, quelques épisodes très sympas. Et vous pouvez bien Très sûr bon. me retrouver sur LinkedIn aussi. Super. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les prochains sujets que vous voulez voir abordés sur le Crayon Business.
On se retrouve très bientôt. C'était Valorant. Ciao.